Bonsoir messieurs, bonsoir Étienne Klein, bonsoir Heinz Wiesmann. Votre conversation scientifique et philosophique a pour objet une découverte récente, enfin bon, on peut citer la date de 2012, qui est une découverte importante dans le champ de la physique, mais qui a la particularité d'avoir été annoncée, puisque 48 ans avant la détection de cette particule, le boson était dans les équations. Eh bien, je puis affirmer que la découverte que sans doute beaucoup feront ce soir sur l'atome de Démocrite a été proposée il y a plus de 30 ans par Heinz Wiesmann. Cette thèse qui nous démontre, en s'appuyant sur les textes grecs, sur les fragments de Démocrite, qui sont, comme vous le savez, à l'intérieur de textes d'autres auteurs plus tardifs, en particulier bien sûr Aristote, eh bien que cet atome n'est pas celui que l'on croit, ou plutôt celle que l'on croit, puisque le mot atomos, malgré sa terminaison en grec, est un mot féminin. C'est un substantif féminin. Et cette racine se retrouve bien entendu dans l'adjectif neutre atomon, qui sera ensuite traduit en latin par individuum. Et de cette façon, ce terme, ou ce concept, enfin invisible, insécable, c'est ce que nous dit l'étymologie, mais l'histoire, que beaucoup ici connaissent mieux que moi, l'histoire de la physique, nous montre que on peut user du mot en trahissant l'étymologie. Alors, il n'est pas celui que l'on croit, dans la mesure où, comme le démontre Heinz Wiesmann, il n'est pas un corps ou un corpuscule, et que, de ce fait, les premiers atomistes ont été considérés à tort comme des partisans d'un matérialisme radical. Ce matérialisme attribué à Démocrite par la reconstruction d'Aristote était pour Aristote lui-même une aberration logique. Mais bien entendu, au XIXe siècle, avec les découvertes de la science moderne, les atomistes antiques apparaissent dès lors comme des précurseurs matérialistes des nouvelles théories atomiques. Alors, Heinz Wiesmann est donc un philosophe doublé d'un philologue, et il a changé avec ses articles fondateurs sur l'atome de Démocrite, qui sont maintenant réunis dans un ouvrage dont je viens d'apprendre qu'il est épuisé, l'ouvrage de 2010, Les avatars de l'atome. Eh bien, donc, avec ces articles, il a changé la représentation qu'en avaient au siècle dernier, au moins les spécialistes de philosophie antique. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le monde de la physique, qui est un monde qui m'est totalement étranger, j'en suis désolée. Alors, il est aussi un spécialiste de Kant et des philosophes allemands, de beaucoup de philosophes allemands, et c'est lui qui a fait connaître en France l'œuvre de Walter Benjamin. En particulier, il a édité, publié des écrits de Walter Benjamin, en particulier sur Paris, dans sa collection Passage, la collection des éditions du Cerf, qu'il a dirigée pendant de nombreuses années. Il est enfin l'auteur de 2 ouvrages importants sur les langues, L'avenir des langues et Pensée entre les langues, que vous avez peut-être vu à l'entrée. Et donc, l'avenir des langues, je me fais le plaisir de préciser, ça comprend les langues dites mortes. Et Pensée entre les langues qui ne peuvent être finalement qui sont finalement l'allemand et le français, puisque Heinz Wiesmann est né à Berlin. Il est né à Berlin et il arrive en France à l'âge de 25 ans à la Sorbonne, où il formera de nombreux étudiants en philosophie allemande, puis en philosophie antique, et à Paris comme à Lille, et enfin à l'EHESS.
il retournera quelque temps en Allemagne pour diriger un institut à Heidelberg, qui est une cité qui est chère à la cité de Montpellier, le FEST. C'est ainsi ici qu'intervient Étienne Klein et le fameux boson de Higgs. Étienne Klein est physicien, directeur de recherche au CEA, professeur à l'École centrale de Paris. Il dirige l'ARCIM, Laboratoire de recherche des sciences de la matière. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont les titres sont toujours très savoureux, comme vous avez pu le voir en arrivant, sur la physique et la question du temps. Alors je ne résiste pas au plaisir de citer au moins 2 titres. Il était 7 fois la Révolution, Albert Einstein et les autres, ou bien Le facteur temps ne sonne jamais 2 fois. Les auditeurs de France Culture connaissent bien ces émissions, la conversation scientifique et l'émission des matins. C'est dans Le Monde qu'il nous a expliqué, entre autres mystères pour les profanes comme moi, les grandes leçons d'un petit boson. La rencontre entre vous deux vient finalement du fait que la mécanique quantique puis la physique des particules ont démantelé l'atome traditionnel et opèrent avec des hypothèses d'interprétation qui évoquent de manière saisissante les spéculations démocritiennes. Alors saisissante pour l'oreille de Heinz Wiesmann, mais il nous l'expliquera. Et la découverte qui a valu le prix Nobel à François Engler et Peter Higgs révolutionne un concept fondamental de la physique, le concept de masse. Alors la masse n'est plus une propriété primitive des particules élémentaires, mais elle en est une propriété secondaire et indirecte. Et si j'ai bien compris, ce qui compte désormais, ce sont les interactions entre particules et leur interaction avec le vide. On se trouve avec un vide qui n'est pas vide, explique Étienne Klein, un vide habité qui contient de quoi créer la masse. Et en quelque sorte est défait le lien entre masse et matière. Selon la thèse de Wiesmann, qui développe, si je ne m'abuse, l'intuition de Hegel et la présentation qu'en donna Zeller, le grand historien de la philosophie antique, l'atome de Démocrite, qui n'est pas un corps, mais une idée, atomos idea, c'est le titre d'un des articles fondateurs de Heinz, cet atome se propage dans le vide sous la forme de trajectoire d'énergie. Ainsi, dans les 2 cas, le vide n'est justement pas vide. C'est ce que philosophes et physiciens nous expliquent dans leur ouvrage « Apparaître l'ultime atome de Démocrite au boson de Higgs », qui est le même titre de la conférence de ce soir. Simplement ce soir, il nous propose même un au-delà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, il faut tenir le rôle qui nous a été assigné. Alors, la difficulté, c'est que j'aurais aimé qu'Étienne commence parce que l'actualité est plus près de nous. Et ce que moi je peux vous dire, c'est d'abord quelque chose de tout à fait extravagant, à savoir le fait, Brigitte Pérez l'a évoqué, que au 5e siècle avant Jésus-Christ, par le seul pouvoir de la spéculation, des penseurs ont annoncé quelque chose qui, dans le progrès contemporain de la physique, apparaît comme quelque chose d'essentiel, à savoir de ne pas limiter notre compréhension, nos conceptions du réel à la positivité des corps, pour le dire banalement. Il y a, si on pousse plus loin l'investigation, et c'est là le boson de Higgs dont Étienne m'a parlé, je pense, eh bien, on a soudain affaire à des réalités qui ne sont pas simplement la présence matérielle d'un quelque chose. Il y a un échange étrange entre ce que la chose est et ce qu'elle n'est pas. Et c'est cette frontière-là que Démocrite, mais de manière purement spéculative, sans avoir les instruments de la science moderne. Il ne disposait ni de mathématiques, ni de grands instruments de vérification expérimentale. C'est vraiment la spéculation pure. Et bien, ce que Démocrite a envisagé, c'est que la vérité profonde du réel, c'est que ce n'est pas plutôt ceci que cela.
c'est une phrase un peu énigmatique, pas plutôt ceci que cela, ça veut dire que, par exemple, lorsque quelque chose tombe sous les sens, ce qui est sa vérité se dérobe au sens. Lorsque quelque chose apparaît comme une réalité représentable, eh bien cette réalité représentable doit l'énergie qui l'a fait être à ce qu'elle n'est pas. Et c'est ainsi que Démocrite a soutenu que le réel est fait de plein et de vide. Et là, une formule qui est transmise par les historiens des siècles postérieurs, une formule tout à fait étrange qui représente assez bien ce qu'on a pu dire du boson quand il a été annoncé dans la presse, à savoir que c'est un jeu de mots en grec, le quelque chose, alors, très difficile à traduire, faudrait dire le ien n'est pas plus que le rien. C'est un jeu de mots quand même en français un peu bateau. Mais en grec, c'est le den n'est pas plus que le meden. Meden veut dire le rien. Et donc, ce qui reste du rien, quand le rien agit sur lui-même, sur le mode d'une négation de soi, eh bien, il subsiste quelque chose comme un résidu, le fameux den, qui est au fond pas un mot grec, c'est juste le reste du mot rien. D'où la traduction un peu idiote, que le ien n'existe pas plus que le rien. Et ça a été traduit dans la tradition depuis Aristote par que l'être n'existe pas plus que le non-être. Et évidemment, les philosophes de l'Antiquité ont considéré que c'était un non-sens. Alors c'est aujourd'hui, et là je me tourne vers Étienne, que cette formule que l'être n'est pas plus que le non-être peut prendre un sens, mais qui est un sens proprement philosophique. Et c'est la science moderne qui, de façon extraordinairement, je dirais, séduisante, parvient dans les progrès qu'elle accomplit à faire apparaître qu'elle explore une dimension de pensée. La dimension de pensée apparaît très tôt, mais elle n'est pas vérifiable. La science contemporaine arrive à vérifier, à formaliser de manière tout à fait irrésistible quelque chose qu'on a essayé de penser sans disposer de tous ces instruments. Et ce qui me paraît si satisfaisant dans cette manière de nouer un lien entre les débuts de la physique dans la philosophie et la physique de pointe d'aujourd'hui, c'est que non seulement la science pense, ce qu'on a parfois nié sous prétexte qu'elle calcule, mais la science pense, ce qui fait qu'elle avance, c'est qu'il y a une pensée qui la pousse. Et en même temps, cette science contemporaine, lorsqu'elle admet ce qu'elle est, eh bien, elle légitime d'une certaine manière ce qui a été le tout début de cette aventure, qui est l'aventure de l'esprit humain, où la philosophie et la science se tiennent la main à travers les siècles. Et c'est une forme d'aveuglement qui, pendant très très longtemps, a empêché les scientifiques qui écrivaient l'histoire de leur discipline de voir à quel point ce qui les poussait à aller de l'avant provenait d'un geste spéculatif de l'Antiquité, que je pourrais plus tard peut-être préciser dans le détail parce qu'il est assez savoureux. Étienne, peut-être. Heinz et moi-même, on se connaît depuis pas mal d'années, je crois, mais on a commencé à discuter de ces questions après la découverte du boson de Higgs, qui a été annoncée le 4 juillet 2012. Et en discutant un petit peu, je me suis rendu compte que les physiciens ont une habitude, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les manuels de physique, de raconter ces histoires qui sont des espèces de ritournelles, consistant à louer l'intuition ou le génie de certains philosophes présocratiques, Leucippe, Démocrite, qui ont inventé le concept d'atome, cette petite chose matérielle, insécable par définition, solide, qui a une trajectoire bien définie dans l'espace, et l'idée qui a été reprise par Épicure et Lucrèce, et que finalement, ces gens sont les précurseurs de la physique moderne, puisqu'ils ont pensé une chose que les physiciens du XXe siècle
ont découvertes expérimentalement. Bon, l'atome a été l'objet de débat au XIXe siècle autour de la question de l'irréversibilité. On n'arrivait pas à comprendre qu'il y ait autour de nous des phénomènes irréversibles alors que les équations de la physique sont réversibles. Quand vous changez T en moins T dans les équations, ça ne change pas les équations. Et donc, d'après la physique, enfin en tout cas d'après les lois de la physique classique, n'importe quel système peut retrouver dans le futur un état qu'il a connu dans le passé. Chose que nous n'observons pas autour de nous. Donc les gens se sont dit comment expliquer cette irréversibilité. Et Boltzmann, un physicien autrichien, a montré que si on fait l'hypothèse que l'atome existe, alors on peut rendre compte de l'irréversibilité empirique que nous constatons à partir de lois qui, elles, sont réversibles. Et donc l'univers peut avoir des propriétés que les lois qui le décrivent n'ont pas. Et cette idée a été très vivement contestée par tout un courant de pensée qu'on appelle l'énergétisme. Enfin, je ne vais pas aller rentrer dans les détails. Et c'est Einstein, en 1905, qui s'est dit, qui était atomiste, qui croyait à l'atome, qu'on pouvait démontrer son existence autrement par l'étude du mouvement brownien. Donc, il a écrit un article très célèbre en mars 1905, où il prédit une loi de comportement, une loi dynamique pour les grains de pollen qu'on met dans de l'eau bouillante, par exemple. Et il montre que si ce mouvement des grains de pollen qui semble complètement erratique est en fait dû aux collisions des molécules d'eau, qui sont agitées dans le liquide, alors on a une certaine loi de diffusion qui fait intervenir plusieurs paramètres et des constantes comme le nombre d'Avogadro. Et Jean Perrin, en 1906, a fait une expérience à Paris qui a montré que la loi de diffusion calculée par Einstein était la bonne, au sens où l'expérience la confirmait. Et à partir de ce moment-là, les physiciens, y compris les plus sceptiques, ont reconnu l'existence de l'atome. Il y a des atomes dans la matière, les molécules sont faites d'atomes, etc. Mais assez rapidement, cet atome qui, au moins en 1906, semble avoir les propriétés que les précurseurs avaient imaginées, petit à petit, il est déconstruit. On se rend compte qu'en fait, il n'a aucune propriété que les anciens accordaient à l'atome, à part qu'il conserve le même nom, atome. Mais il le trahit puisqu'il n'est pas insécable. L'atome est un édifice composite, il y a un noyau, des électrons autour, et puis la mécanique quantique vient se greffer là-dedans, montrer que les électrons dans l'atome n'ont pas de trajectoire bien définie, il y a le principe de la détermination, etc. Et au bout du compte, on peut conclure que l'atome des physiciens est un objet qui n'a été pensé par personne. C'est-à-dire personne n'avait imaginé l'atome des physiciens, qui n'a rien à voir avec l'atome des Grecs, pour le dire rapidement. Et alors on pourrait dire, mais peut-être que les constituants de l'atome, qui sont les particules élémentaires, les quarks, les quarks qui sont les protons et les neutrons, bien les électrons qui sont autour du noyau, eux sont des atomes. Mais en fait, la mécanique quantique nous montre que ces particules élémentaires n'ont pas les propriétés des atomes, elles ne sont pas localisées dans l'espace, etc. Et donc, en discutant avec Heinz, et en lui expliquant ce que je viens de vous dire, à savoir que l'atome des Grecs n'a jamais été pensé, Heinz me dit oui, mais l'atome de Démocrite n'est pas l'atome que tu racontes. D'où la question, est-ce que l'atome de Démocrite, qui n'est pas le même que celui de Lucrèce ou Épicure, c'est-à-dire un atome qui n'est pas un vrai corpuscule de matière, je vous rappelle, moi je l'ai appris grâce à Heinz, mais Marx a fait sa thèse sur Démocrite. Et Marx n'a pas peu contribué à matérialiser l'atome de Démocrite. Et du coup, on peut se demander si, dans l'affaire, Démocrite n'a pas été trahi, et si, finalement, nos particules élémentaires, celles que je disais, mais aussi le boson de Higgs, ne seraient pas des objets qui ressembleraient un peu à ce que Démocrite avait imaginé. Par exemple, c'est une question qu'on peut se poser, puisque l'atome de Démocrite n'est pas le même que celui des autres. Bon. Et là, ça fait en effet intervenir la question du vide, puisque ce que montre l'existence du boson de Higgs, c'est que les particules élémentaires doivent leur masse, qui est non nulle, au fait que le vide n'est pas vide. Et ça, c'est quand même une découverte assez intéressante, qui est apparue dans un cadre, ou dans une problématique qu'on retrouve assez souvent en physique, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a une contradiction entre une théorie dans laquelle on a confiance. Ok. Bah, de toute façon, tu sais ce que je vais dire, hein, à peu près. C'est le match. Bon. L'avantage, c'est qu'à la fin, on aura le score. Bon, alors,
Donc, qu'est-ce que je disais Oui, je disais que la question générale, c'est qu'est-ce qu'on doit faire quand on constate qu'il existe une contradiction, une différence entre une prédiction qu'on peut faire à partir d'une théorie dans laquelle on a confiance, et puis une mesure, ou bien une observation, ou bien un résultat d'expérience qui est contradictoire avec cette prédiction. Donc je vous donne un exemple historique bien connu. Début du XIXe siècle, on regarde attentivement la trajectoire de la planète Uranus, et on voit que cette trajectoire ressemble, et même identique, à un petit détail près, à celle qu'on peut calculer à partir des équations Newton de la gravitation. Mais on voit quand même qu'il y a un petit écart. Que pensent les gens, la plupart d'entre eux en tout cas, que ce petit écart ne remet pas en cause les lois de Newton, parce qu'on a confiance en elles, mais doit s'expliquer, ou doit pouvoir s'expliquer, si on invoque l'existence d'une planète supplémentaire, qu'on n'a jamais vue, mais qui, si elle existe par son effet gravitationnel sur Uranus, explique le petit désaccord. Plusieurs astronomes calculent la trajectoire de cette planète inconnue. En Angleterre, en France, c'est Arago avec Le Verrier qui font le calcul. Ils obtiennent un résultat qu'ils transmettent à un astronome allemand qui s'appelle Gall, qui en 1843 pointe le télescope à l'endroit indiqué par les calculs et trouve une nouvelle planète qui se trouve être la planète Neptune. Donc Neptune, c'est la première planète calculée avant d'être découverte. Et elle est calculée parce qu'on fait confiance aux lois de Newton. Un peu plus tard, on fait la même chose pour Mercure. On voit là encore un petit désaccord sur le périhélie, c'est l'endroit le plus proche du Soleil. Bon, Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, donc celle qui subit les champs gravitationnels les plus forts. On voit un petit désaccord, très très petit, qui est de 43 secondes d'arc par siècle. C'est pas beaucoup. 43 secondes d'arc, c'est l'angle sous lequel on voit un cheveu à une distance d'1 mètre. Donc c'est un petit angle, pour un siècle. Donc certains disent 43 secondes d'arc par siècle, c'est 0. D'autres disent non, 43 secondes d'arc par siècle, c'est 43 secondes d'arc par siècle, c'est pas 0. Donc c'est ce qu'on appelle l'anomalie du périhélie de Mercure. Et les gens recommencent, ils font un calcul d'une planète qu'on ne connaît pas, qui par son effet gravitationnel sur Mercure pour expliquer le désaccord. Ils l'appellent Vulcain, on la cherche et on ne la trouve pas. Alors on imagine qu'en fait c'est pas vraiment une planète, c'est une nébuleuse, un gaz diffus qui agit par sa masse mais qui n'est pas concentré. Et puis arrive un gars qui s'appelle Einstein qui dit non, cette anomalie c'est la preuve que les équations de Newton sont fausses. Voilà. Et Einstein va faire une nouvelle théorie de la gravitation. Il va mettre 10 ans pour la trouver, qui s'appelle la relativité générale et qu'il a publié il y a exactement un siècle. Et la première chose qu'il va faire, une fois que cette théorie sera élaborée, c'est de calculer le périhélie de Mercure et de trouver 43 secondes d'arc par siècle. Donc vous voyez que, face au même problème, dans le premier cas, une solution ontologique a résolu le problème. On imagine qu'il existe une chose qu'on ne connaît pas, qui, par son existence, annule le désaccord. Et dans le second cas, qui se pose dans les mêmes termes que le premier, la solution, c'est pas une solution ontologique avec une nouvelle planète, c'est une solution législative. Il faut changer la loi. Et l'histoire du bosonique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans les années 60, les gens du XXe siècle, les physiciens élaborent un modèle théorique qui va s'appeler le modèle standard, à partir d'une idée qui est en fait géniale, qui est l'idée qu'à chacune des 4 interactions fondamentales, on peut associer un groupe de symétrie mathématique. Donc vous savez, les 4 interactions, c'est l'électromagnétisme, les 2 forces nucléaires, la faible et la forte, et la gravitation. La gravitation, on peut la laisser de côté parce que c'est une force tellement peu intense qu'on peut la négliger au niveau des particules. Mais pour l'électromagnétisme, par exemple, on trouve un groupe, au sens mathématique du terme, les nombres complexes de module 1, c'est-à-dire les nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle I alpha, dans le jargon c'est le groupe U de 1. Il suffit de dire que ce groupe-là, c'est le groupe de l'électromagnétisme, il suffit de le dire pour que le formalisme de la physique quantique vous donne automatiquement, à partir de cette hypothèse, la structure de l'interaction. Donc si vous avez le bon groupe, vous avez l'interaction qui est décrite comme il faut. Et on a appliqué cette façon de faire aux autres interactions, c'est-à-dire aux interactions nucléaires, on a trouvé les groupes, etc.
Et ce modèle standard était d'une efficacité redoutable puisqu'il permettait de comprendre les résultats obtenus grâce à tous les accélérateurs de particules qui étaient en fonctionnement un peu partout dans le monde, en URSS, en Europe occidentale, aux États-Unis. On découvrait des particules nouvelles à très haute cadence. Et tous ces nouveaux résultats pouvaient s'interpréter grâce à ce que le modèle standard permettait de décrire. Donc les gens avaient confiance. Sauf que, et ça on l'a découvert dans les années 60, au début des années 60, il y avait un problème, qui est que ce modèle standard, avec l'hypothèse qui lui est sous-jacente, impliquait, si on le prenait au sérieux, que toutes les masses de toutes les particules élémentaires devaient être nulles. En fait, c'est un modèle qui dit que quand deux particules interagissent, en fait, elles échangent des particules qui sont caractéristiques de l'interaction. Quand deux électrons se repoussent par la force électrique, il faut imaginer qu'ils échangent des photons. Les photons, grains de lumière, sont les médiateurs de la force électrique. Quand ils interagissent par l'interaction forte, de quarks par exemple, ils échangent des gluons. Quand ils interagissent par l'interaction faible, ils échangent des particules qu'on appelle les bosons intermédiaires. Et donc la théorie prédit que toutes ces particules qui médiatisent les forces ont une masse nulle. Et par un effet de contagion, les particules qui subissent ces forces ont également une masse nulle. Ce qui n'est pas ce qu'on observe. Les électrons ont une masse non nulle, les quarks qu'on ne connaissait pas à l'époque ont une masse non nulle, etc. Donc, cas classique, contradiction entre ce que prédit la loi et ce qu'on mesure. Et en général, quand on est dans une situation comme celle-là, eh bien c'est plutôt la loi qui est menacée, surtout lorsqu'elle n'a pas fait ses preuves autant qu'avait fait la théorie de Newton à propos de la gravitation. Et donc les gens se disent, bon, ben, on s'est gouré, c'est pas la bonne voie, il faut trouver d'autres pistes théoriques pour décrire les interactions. J'ai pas le temps de les décrire, mais il y en a beaucoup, des gens qui cherchent des solutions alternatives, etc. Et puis il y a trois physiciens jeunes à l'époque, François Englert, Robert Brood, qui travaillent ensemble en Belgique, Peter Higgs qui est tout seul, qui travaille en Écosse, qui ont en même temps la même idée. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont la même idée. Ils publient les deux premiers un article en juin 64. Quand je dis un article, c'est même pas vrai, c'est moins qu'un article, c'est ce qu'on appelle une lettre, un texte d'une page et demie de calcul. Et puis Peter Higgs va publier un texte de même longueur, une page et demie, quelques mois plus tard. Et ces deux articles indépendants racontent la même chose, qui est que peut-être que le modèle standard a raison. C'est-à-dire, peut-être qu'effectivement les particules élémentaires ont une masse nulle. Alors comment se fait-il que c'est pas ce qu'on mesure? Eh bien peut-être parce que depuis Newton, on s'est trompé sur la signification du concept de masse. Au lieu de dire que les particules de matière ont une masse qui vient d'elles-mêmes, pourquoi ne pas imaginer que cette masse vient de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide? Parce que, en fait, depuis très longtemps, alors Heinz pourrait dire ça mieux que moi, mais je pense qu'il y a quand même tout un courant de pensée philosophique qui nous invite à penser que les notions de masse et de matière sont presque identiques, ou en tout cas très fortement liées l'une à l'autre. On a du mal à imaginer ce que serait de la matière qui n'aurait pas de masse, et on a du mal à imaginer ce que serait de la masse qui ne serait pas incarnée en particules de matière. Donc dans notre esprit, dès qu'on pense à la matière, on pense à la masse, et dès qu'on pense à la masse, on pense à la matière. Et ces trois physiciens que j'ai cités tout à l'heure sont des gens qui disent « mais ce lien que nous faisons n'est peut-être pas légitime ». Et donc ils font une théorie, ils font des calculs dans ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. C'est un peu compliqué, mais l'idée est assez simple. Ils imaginent que dans le vide, il y a quelque chose qu'ils appellent un champ, ce qu'on appelle un champ quantique, c'est une sorte de grandeur qui est partout présente, un peu comme un champ de température. Et ce champ, il a la même valeur en tout point, donc il est homogène, il est uniforme, et il est partout présent dans l'espace. Et les particules, qui n'ont pas de masse, puisque c'est ce qu'indiquent les équations, interagissent plus ou moins fortement avec ce vide. Et c'est l'interaction avec ce champ qui est dans le vide qui va plus ou moins les ralentir et donc leur donner une inertie plus ou moins grande. Et donc ce qu'on appelle la masse, c'est pas une propriété qu'ont les particules élémentaires, c'est une mesure de l'interaction plus ou moins grande
qu'elles ont avec le champ de Higgs, comme on l'appellera, qui est dans le vide. Et donc ça, c'est une idée de 1964 qui a pu être insérée dans le modèle standard. Et évidemment, pour vérifier que cette idée est bonne, il faut vérifier que les particules associées à ce champ existent. Ces particules, ce sont les bosons de Higgs. Et les équations nous disent que cette particule doit exister, sinon on ne comprend pas, dans le cadre du modèle standard, que les particules élémentaires ont une masse non nulle. Mais ce modèle ne dit pas quelle masse le boson de Higgs doit avoir. Et donc ça c'est embêtant, parce que ça veut dire que pour le détecter, il faut faire des collisions de particules, en espérant que par E égale mc2, donc l'énergie mise dans la collision, on pourra faire une particule de masse m, où m est égale à l'énergie de la collision divisée par c au carré. Et quand on ne connaît pas la masse, il faut tout tenter. Donc on a fait une machine de 27 km dans un tunnel, une machine qui a été inaugurée en 1989, qui s'appelait le LEP, qui était un collisionneur d'électrons et de positrons, et on n'a pas vu le boson de Higgs. Donc on a démantelé la machine, et on en a construit une autre, avec des protons, donc, qui sont plus lourds que les électrons, donc il y a plus d'énergie dans les interactions. Cette machine a demandé 10 ans de construction, c'est le LHC, et Large Hadron Collider, donc collisionneur de hadrons. Les protons sont des hadrons, donc on a donné à cette machine ce nom-là. Et après quelques mois de prise de données, on a eu le signal montrant qu'une nouvelle particule était là, qui avait l'air de ressembler au boson de Higgs. Et puis après des mois de vérification, on s'est rendu compte que cette particule nouvelle était exactement le boson de Higgs. Et donc, on a là une découverte qui vient changer le statut même du vide. C'est une expérience sur le vide. Le vide qui n'est pas vide, c'est le vide quantique. Et dans le vide quantique, il y a plein de choses. Et c'est là que peut-être on rejoint ce que disait Heinz à l'instant, c'est-à-dire que le vide, ce n'est pas tout à fait le contraire de la matière. Le vide, en fait, le vide quantique, c'est le prologue de la matière. C'est-à-dire que c'est une sorte de réservoir qui contient la possibilité d'existence de toutes les particules de matière. Parce que dans le langage courant, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. D'accord ? Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mais sauf que si vous enlevez tout, y compris le vide, il ne reste plus rien du tout, c'est le néant. Donc le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Vous voyez qu'on a une définition là qui n'est pas très satisfaisante. Et donc ce qu'on appelle le vide dépend du cadre théorique qu'on choisit pour définir le vide. Ouais. Donc si vous êtes dans la physique de Newton, par exemple, le vide, c'est ce qui reste quand vous avez enlevé tous les objets physiques. Les particules, de lumière, de matière, tout ce que vous voulez. Il reste l'espace et le temps. Donc le vide, c'est l'espace-temps, en fait. Si vous êtes en relativité générale, théorie d'Einstein, c'est un peu plus compliqué. Et si vous êtes en physique quantique, il se passe un truc étonnant, c'est que vous faites le vide, c'est-à-dire vous retirez toutes les particules de matière, d'énergie, de lumière, et bien il reste ce qu'on appelle les champs quantiques associés à ces particules dans l'état de plus basse énergie. Et il se trouve que les champs quantiques dans l'état de plus basse énergie ne sont pas nuls. Donc les champs sont là, ils ont une valeur non nulle, mais les particules associées ne sont pas là. Et donc on dit que le vide contient des particules virtuelles, c'est-à-dire des particules qui n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. Elles ont une énergie qui est inférieure à mc carré, où m est leur masse, et c'est la vitesse de la lumière. Donc elles sont là virtuellement, mais un peu fatiguées, et elles n'existent pas pleinement. Et donc ce qu'on a fait avec le LHC, et quand j'en parle avec Heinz, ça lui évoque des images qui viennent de son grec. Moi je ne parle pas grec, donc je le laisse commenter. Mais ce qu'on a fait avec le LHC, cette machine qui a quand même coûté quelques milliards d'euros, fait travailler des milliers de physiciens pendant des décennies partout dans le monde, on a simplement réchauffé le vide. C'est-à-dire, on dépose l'énergie des particules incidentes dans un petit volume d'espace-temps. L'énergie des particules incidentes est conférée au vide qui est là. Les particules endormies, parce qu'elles n'avaient pas assez d'énergie, avalent cette énergie. Du coup, elles deviennent réelles. Elles avalent en plus de l'énergie cinétique, elles sortent du vide et on les capture. D'accord ? Et donc, c'est un abus de langage de dire qu'on a détecté le boson de Higgs, parce que cette phrase laisse entendre qu'il y a des bosons de Higgs dans l'univers. En fait, non, il n'y en a plus. Ils sont complètement flappis, ils sont complètement endormis.
Et donc, simplement, on a montré que dans l'univers primordial, quand il y avait beaucoup d'énergie, les bosons de Higgs existaient. Aujourd'hui, ils sont dans un état léthargique, mais le champ qui leur est associé existe toujours, et c'est lui qui donne leur énergie aux particules. Donc vous voyez que les notions de vide, de néant et de rien, c'est des notions qui sont très proches. On a l'impression que ce sont des notions presque synonymes, mais en fait, elles sont très différentes. L'atome des Grecs n'existe pas, mais les choses qui n'existent pas pour rien. Hein, c'est-à-dire que l'atome des Grecs n'existe pas, mais il a été une idée qui a en particulier contribué à faire émerger la physique moderne. Galilée croyait à l'atome, par exemple. Et puis ça a été une question tout au long de l'histoire des idées. Et pour terminer là-dessus, je vous fais remarquer une chose étonnante, c'est que si vous prenez les 3 mots que je viens de citer, néant, vide et rien, vous les mettez l'un derrière l'autre, et vous mettez le pronom « je » devant, et vous les lisez à toute vitesse. Ça fait « je, néant, vide, rien ». C'est drôle. Bon, je pense que je ne vais pas faire aussi bien qu'Étienne, mais je vais essayer, en parallèle à ce qu'il a fait, à savoir, il a montré comment a émergé peu à peu ce que nous pensons aujourd'hui quand on est à la pointe de la physique contemporaine. Alors moi, je vais vous dire comment on est arrivé, comment les atomistes d'Abder sont arrivés à l'idée de l'atome. Parce que c'est tout à fait en parallèle. Sauf qu'ils n'avaient pas l'instrument mathématique. Ils ont utilisé des métaphores, et je vais vous dire lesquelles. Il faut partir de ce que dans toutes les civilisations, on a tenté pour donner un sens aux phénomènes qu'on observe. On a essayé de construire des oppositions, mâle, femelle, chaud, froid, etc. C'est-à-dire on est remonté progressivement vers une origine qui est un dualisme. C'est la plus haute possibilité intellectuelle dans toutes les civilisations qui ne sont pas marquées par l'aventure grecque. Quand vous prenez le yin et le yang, Ahriman, Hormuz chez les Perses, etc., il y a toujours dans les grandes civilisations cette espèce de solution qui permet d'interpréter les phénomènes en les rapportant à un couple d'opposés originels. Or, les Grecs ont eu cette idée saugrenue, affirmée d'ailleurs dès Thalès et Pythagore, que le réel est un. Et soutenaient qu'il fallait même trouver un moyen pour faire sortir la diversité, la pluralité de cette origine qu'ils appelaient ça arché. C'est-à-dire arché, ça vient du verbe arkestai, qui signifie à la fois commencer et gouverner. Enfin, c'est cette dualité qu'on a dans le mot principe, parce que le principe, c'est le prince. Le principium, c'est ce qui est à la fois origine et puis, fort de cette légitimité originelle, gouverne. Et donc, les philosophes grecs ont commencé, depuis Thalès, à soutenir que le réel était un, et que donc, ontologiquement, le vide, à savoir une certaine forme de néant, ne pouvait pas exister. C'est ce que Parménide va soutenir, etc. Eh bien, dès le VIe siècle, un des disciple de Thalès, Anaximandre de Milète, soutient que la totalité du réel n'est pas cette positivité entièrement dépourvue de vide. Il soutient que l'origine, ça doit être quelque chose d'indéterminé, et c'est de cette indétermination originelle que surgissent des couples d'opposés qui vont ils vont se payer, comme il dit, la rançon de leur existence, et ils vont donc replonger dans cette indistinction originelle, ce qu'en grec on appelle l'apeiron. Or, c'est cet apeiron qui est spéculativement à l'origine de l'idée de Démocrite que les atomes ne sont pas des corps, ce ne sont pas des réalités positivement existantes, ce sont des manifestations de l'énergie de cet apeiron d'Anaximandre, c'est-à-dire ce sont en fait des trajectoires qui naissent de l'expansion du grand vide, parce qu'il distingue le grand vide du petit vide. Le petit vide, c'est le vacuum qui se trouve entre des corps enserrés par des limites, tandis que le grand vide, c'est quelque chose d'infini
et qui est une sorte d'expansion originelle dont l'énergie peut être figurée par le tracé de lignes. Ces lignes sont indivisibles, c'est-à-dire elles ne sont pas tridimensionnelles, ce ne sont pas des corps, ce sont des réalités bidimensionnelles. Et ces lignes, Démocrite, qui ne dispose pas d'un moyen mathématique pour donner une représentation de la chose, eh bien, il les figure par les tracés de l'écriture. C'est ça que je voudrais vous dire, parce que les trois propriétés de l'atome, c'est attesté par Aristote, que Démocrite avait défini, c'est le rythme, c'est le toucher traversant, c'est un mot qu'il invente, qui n'existe pas en grec, et le retournement, tropé, qui veut dire les tropiques du soleil, c'est-à-dire quand quelque chose revient sur ses pas. Et la thèse de Démocrite, c'est que les lettres, toutes les lettres de l'alphabet naissent de cette opération de retournement qui conduit à ce qu'une lettre se traverse elle-même et produit par là même un certain rythme. Donc chaque lettre se propage, c'est ça la métaphore qu'il utilise pour les atomes, chaque lettre se propage dans le grand vide, portée par l'énergie du vide, et c'est seulement lorsque ces trajectoires, ces filaments, pourrait-on dire, se croisent, que se forment des tresses, et le mot est transmis. C'était pour moi le point de départ de toute cette reconstruction, parce que je ne pouvais pas m'imaginer comment des corpuscules pouvaient former des tresses. Puisqu'une tresse, ça suppose que la réalité qui est ainsi nouée soit étirée. Et donc il y a tout un vocabulaire qui est transmis, qui montre que les atomes de Démocrite, ce sont donc ces manifestations du vide qui, lorsqu'elles entrent en contact, forment des tresses qui forment ensuite des pelotes. Et ces pelotes créent une espèce de membrane, et c'est seulement à l'intérieur de cette membrane que naît un monde tel que nous le connaissons. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans cette vision des choses, ce n'est pas la totalité du réel qui est donnée d'emblée positivement, comme on dit ontologiquement, Aristote le pensait encore. Non, là, le réel doit quelque chose à ce qui est au fond inassignable, puisque ce vide ou cette... Comment expliquer ça? Cet indistinct qui est en train de produire par ces lignes de force un enchevêtrement de filaments qui, une fois que les pelotes se font, eh bien, génèrent les mondes dans lesquels nous vivons. Et là, la distinction entre le monde dans lequel nous vivons, là, on peut dire que ça, c'est le monde newtonien, eh bien, la distinction entre ce monde et le monde que la mécanique quantique admet, eh bien, ça correspond exactement, me semble-t-il, à cette distinction philosophique entre deux ordres du réel. Il y a un ordre du réel qui est positivement identifiable, représentable, et puis cette réalité représentable eh bien, provient de quelque chose qu'on ne peut, pour les anciens du moins, que représenter à travers des métaphores, et c'est la métaphore de l'écriture qui sert, c'est pas les mathématiques. Et non, on a une phrase de Démocrite qui est très très intéressante, il dit, mais écoutez, puisque on peut faire un nombre illimité de tragédies avec 24 lettres de l'alphabet, pourquoi on ne peut pas faire un nombre illimité de mondes avec un nombre illimité d'atomes? On a la preuve de cette métaphorisation dont il se sert pour expliquer comment fonctionnent les atomes. Donc les atomes sont indivisibles, non pas parce que ce seraient des petits corps durs qu'on n'arrive plus à couper, ce qu'Aristote soutenait. Il faisait semblant de croire que l'atome était un corps qui avait des contours, et il disait c'est absurde puisque mentalement on peut continuer à couper.
Et donc finalement, cette résistance de la petite corpuscule est un postulat qu'on ne peut pas philosophiquement soutenir. Mais en fait, les atomes de Démocrite ne sont pas des petits corps, ce sont ces filaments qui sont représentés par le tracé de l'écriture et qui ne sont rien d'autre que les manifestations de l'énergie du vide. Et là, on a cette actualisation de quelque chose qui, dans le vide, préexiste pour faire être ce qui va ensuite nous apparaître comme un monde. Et entre ce monde qui nous est familier et l'origine d'où il provient, eh bien, il y a une incompatibilité absolue de représentation, puisqu'on ne peut pas appliquer les lois que nous observons dans le monde qui nous est familier à cette réalité d'où ce monde surgit. Et je pense que ça, c'est une idée philosophique qui a eu une influence considérable à travers les siècles, malgré les traditions qui ont fait des abdéritains des idiots. Parce que le mot abdéritain, vous devez me pardonner, j'ai une vertèbre qui me fait mal et ça m'oblige de vous quitter encore une seconde. Excusez-moi. Bon, il avait fait une prouesse en venant, il a eu une perfusion pour avoir moins mal au dos, mais je pense qu'il a mal quand même. Alors, vous voyez, il y a une sorte de piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est quand on écoute Heinz, il y a plein de métaphores qui sortent et la tentation à laquelle il faut résister serait d'établir une sorte de correspondance entre ce que les physiciens font aujourd'hui et ce qu'on peut retrouver comme métaphore dans le discours de Démocrite ou d'autres. Et il faut y résister, mais c'est irrésistible en fait. C'est-à-dire, par exemple, quand il parle du grand vide qui serait en inflation, en expansion, bon, vous savez tous que l'univers est en expansion. On l'a découvert dans les années 30, grâce à des observations astronomiques qui mesuraient les vitesses des galaxies. Mais depuis plus de 10 ans, 15 ans, je crois, on a non seulement compris que l'univers était en expansion, mais qu'en plus son expansion s'accélère sous l'effet d'un truc assez mystérieux qu'on appelle l'énergie noire, qu'on recherche. Donc il y a quelque chose d'assez bizarre. Et si on dit que l'énergie noire existe, c'est parce qu'on a confiance dans les équations d'Einstein. J'ai dit tout à l'heure ce qu'avait engendré la confiance dans les équations de Newton. Aujourd'hui, c'est dans celle d'Einstein pour la gravitation qu'on a confiance. Et c'est parce qu'on a confiance en elle qu'on interprète les observations en postulant que ces lois sont justes et en tirant les conséquences. Et la conséquence, c'est que l'énergie noire existe. Mais si vous avez suivi l'actualité l'année dernière, vous avez peut-être entendu parler de l'inflation cosmique. C'est-à-dire que dans les années 80, des théoriciens comme Linde ou d'autres ont prétendu que la seule façon d'expliquer que l'univers soit homogène, c'est-à-dire le même en tout point, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous voyez les mêmes choses en gros, est plat. Il y a la courbure généralisée de l'espace-temps, elle est nulle. Ça ne veut pas dire plat, ça ne veut pas dire plan, ça ne veut pas dire à 2 dimensions. Ça veut dire que si vous prenez 3 galaxies quelconques dans l'univers et que ça forme un triangle, eh bien la somme des angles de ces triangles, c'est 180 degrés, comme dans une géométrie euclidienne, normale, plate. Eh bien, comment expliquer ces 2 propriétés qui sont bizarres? Parce que la courbure de l'univers, elle pourrait être quelconque. Positive, n'importe quelle valeur positive, ou bien négative, n'importe quelle valeur négative, ou bien nulle. Mais le fait que ce soit exactement 0, c'est bizarre. Et donc, ce qu'ont prétendu ces théoriciens, c'est que si c'est 0, c'est parce que l'univers observable, l'univers qu'on voit, est une toute petite partie de l'univers réel. Et par exemple, si vous êtes sur une baudruche, sur un ballon, vous êtes à la surface. Si vous êtes un peu myope, vous aurez l'impression que la surface du ballon est plate parce que vous ne voyez pas bien loin. En fait, le ballon, il est sphérique, mais de là où vous êtes, vous croyez qu'il est plat. Et donc, ces physiciens ont dit c'est la même chose pour l'univers. On voit un petit bout qui nous fait croire qu'il est plat parce que ce bout est si petit qu'on rate la courbure générale. Alors, comment expliquer que l'univers réel soit beaucoup plus grand que l'univers observable? Eh bien, en faisant l'hypothèse qu'il y a eu, avant le mur de Planck, donc très tôt dans l'histoire de l'univers, ce qu'ils appellent une inflation cosmique. Alors, c'est pas un truc tranquille, hein, c'est pas une inflation qui se mesure en pourcent, c'est l'espace-temps qui se dilate d'un facteur 10 puissance 50 en 10 puissance moins 32 secondes. D'accord? Un truc...
Mais il se trouve que si vous mettez ce phénomène qu'on met de façon purement ad hoc dans les modèles, dans les équations, bah ça explique la platitude de l'univers et ça explique aussi son homogénéité. Bon. Mais c'est bizarre, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Mais vous savez, il y a un an exactement, les Américains qui ont installé un télescope au pôle Sud. Au pôle Sud, parce que c'est l'endroit où le ciel est le plus sec, hein, il y a très peu de nuages. Ils ont mesuré un truc qui s'appelle la polarisation du fond diffus cosmologique. C'est la première lumière de l'univers, et donc c'est un champ électromagnétique. Il peut avoir une polarisation, c'est-à-dire une direction privilégiée, et quand on mesure cette polarisation, disent-ils, on trouve une valeur qui ne peut s'expliquer qu'en supposant qu'il y a eu l'inflation qui a engendré des ondes gravitationnelles qui ont polarisé le rayonnement électromagnétique. Bon, on sait que c'était précipité. Ce qu'ils ont vu, c'est l'effet des poussières extragalactiques. La pression sur la publication, ça conduit à publier des bêtises. Donc ils ont dû rétro-pédaler. Mais quoi qu'il en soit, que cette inflation ait existé ou pas, l'idée même d'inflation fait écho à ce que Heinz a dit sur le grand vide. Bon. On pourrait dire la même chose sur sa dernière phrase à propos des atomes, qui, s'ils sont innombrables, peuvent engendrer un nombre innombrable, si j'ose dire, d'univers différents. Bon, ben, aujourd'hui, on parle de plus en plus souvent de multivers. Hein, c'est-à-dire que la théorie des supercordes, qui est une théorie qui prétend unifier toutes les forces et décrire tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire de l'univers, y compris avant le mur de Planck, cette théorie des supercordes, si on la couple à l'hypothèse de l'inflation que je viens d'évoquer, apparaît sous un nombre de versions différentes énorme. Le vrai nombre, c'est 10 puissance 500 versions différentes. Et donc l'idée que certains discutent, c'est que la théorie des supercordes n'est pas la théorie de notre univers seulement, elle est la théorie qui décrit l'ensemble de tous les univers possibles. Et donc à côté d'une autre, il y aurait d'autres univers dans lesquels les lois physiques seraient différentes, etc. Et avec lesquels on n'aurait aucun rapport direct, de sorte qu'on n'aurait aucune connaissance de ce que sont ces univers. Mais les équations ont l'air de militer pour que on envisage cette possibilité qui est, comme vous l'imaginez bien, ardemment discutée. Il y a les pour et les contre. Et c'est une opposition, une discussion qui risque d'être éternelle, puisque, enfin, si l'humanité est éternelle, puisque on n'aura sans doute jamais la preuve que ces univers parallèles existent. Mais ce qui est fascinant dans les discussions qui peuvent exister entre un scientifique d'aujourd'hui et un savant à sa façon comme Heinz qui connaît les textes anciens, c'est que évidemment les connaissances changent et certaines connaissances changent tellement qu'elles viennent bouleverser des choses qu'on avait discutées. Elles contribuent elles consistent en découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire il y a des découvertes scientifiques qui font qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire. Et en même temps, on voit bien que ce sont toujours les mêmes questions qui se posent. Les réponses, évidemment, elles évoluent. Elles peuvent même évoluer au point de devenir contradictoires avec ce qu'elles étaient au départ. Mais les questions, finalement, se font une sorte d'écho lointain qui fait que ces textes très anciens gardent de l'intérêt. Je vous dois encore une petite chose. Il faut qu'on parvienne à expliquer comment ces atomes de Démocrite, qui n'étaient pas des corps, qui étaient donc des manifestations de l'énergie du grand vide en expansion, des lignes de fracture, si on veut, qui se propageaient à la manière de lettres qui se répétaient dans le grand vide avant de former ces tresses et ces pelotes et ces membranes d'où sont nés les mondes dans lesquels nous vivons. Eh bien, comment cela a pu devenir, dans la tradition qui nous est parvenue, une théorie des corps élémentaires. C'est ça qu'il faut rapidement expliquer. Parce que sinon, ça paraît un peu saugrenu de prêter à Démocrite quelque chose qui est tellement en contradiction avec tout ce qu'on raconte depuis toujours dans les premiers chapitres des histoires de la physique, de la science moderne, sur ces précurseurs qui étaient les atomistes. Eh bien, c'est Aristote qui, lui, ontologiquement était convaincu que la réalité était positivement une, c'était le cosmos, et que le vide ne pouvait pas exister, qui avait interprété les trois termes qui désignaient les propriétés de l'atome, le rythme, le toucher traversant et le retournement, il les avait
traduit en termes statiques. Rythme, il l'a traduit par forme. La diatigué, le toucher traversant, il l'a traduit par ordre, c'est-à-dire positionnement dans un certain ordre, et le retournement, il l'a traduit par position. Et à partir de là, il a donné au mot atomos idea le sens de atomon soma, c'est-à-dire un corps indivisible. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Épicure, quand il refait l'atomisme, il le refait à l'intérieur de l'hypothèse aristotélicienne qui faisait donc du monde quelque chose qui avait la forme sphérique, puisque c'était la perfection qu'on pouvait attribuer à une totalité du réel. Et la seule petite opération extraordinairement fine que Épicure a introduite, c'est qu'il a postulé que cet univers aristotélicien était infini. Parce que pour Aristote, il était fini. Et du coup, la périphérie de cet univers devenait une droite. Et alors ensuite, il a appliqué les lois aristotéliciennes selon lesquelles tout corps tombe vers le centre, pour postuler que les atomes tombent vers le centre. Mais dans la mesure où l'univers est infini et la périphérie est une droite, les atomes tombent en parallèle. Seulement, le centre étant virtuellement le point d'aboutissement de cette chute, il postule des petites déviations qui sont comme l'anticipation du centre vers lequel les atomes convergent. Et à partir de là, on a une théorie qui concilie donc l'interprétation aristotélicienne de Démocrite, qui est une vraie trahison, avec la théorie de l'atome. Et c'est ça l'origine de la tradition qui, au XIXe siècle, permet de faire des atomistes en tant que matérialistes qui pensaient que les atomes étaient des corps, et précurseurs de la science moderne. Et cet éloge empoisonné, c'est un compliment empoisonné, les a définitivement éliminés de l'histoire de la pensée comme histoire féconde, dans la mesure où le dépassement de ces positions scientifiques du début du XIXe siècle par une science plus avancée ont fait que l'éloge qu'on avait adressé aux précurseurs devenait une condamnation sans appel. Et c'est contre cela que moi, je m'insurge en disant qu'il y a une vraie continuité de la spéculation humaine avec des moyens très différents, avec une efficacité qui n'est pas toujours la même, ça va de soi. Nous, on est quand même dotés de moyens considérables par rapport à ce que les anciens pouvaient utiliser. Seulement, la question, c'est-à-dire l'interrogation fondamentale qui anime l'effort de pensée, est strictement le même. Et c'est là que je pense qu'il y a un travail à faire qui peut donner une forme de titre de noblesse philosophique à la science et peut faire de la science, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, un moyen pour relégitimer les commencements de notre aventure intellectuelle. Et du coup, on n'a plus cette séparation, que je trouve tout à fait déplorable, entre une culture scientifique contemporaine et un passé qui serait simplement dépassé. Voilà, c'est un peu ça le sens de mon propos, et c'est ce que je voudrais mettre en œuvre avec Étienne pour qu'avec ses compétences qui ne sont pas les miennes, eh bien, on parvienne à faire apparaître que l'aventure de la pensée humaine est une aventure qui, dès le début, pose des questions qui se posent encore aujourd'hui et qui ne sont pas du tout dépassées. Cette idée qu'on est un passé de la pensée qu'il fallait désormais considérer comme caduque me paraît tout à fait inacceptable. Et pas pour des raisons idéologiques, mais parce que lorsqu'on se penche sur la philosophie grecque ancienne, on s'aperçoit que les questions qui motivent les recherches les plus actuelles sont des questions qui ont été posées à cette époque. Les réponses sont les réponses d'époque, avec les moyens de l'époque. J'espère que je me fais comprendre. Il ne s'agit pas de dire que les Grecs ont déjà tout découvert. Ça, c'est complètement faux. Mais les Grecs avaient posé des questions qui, avec les moyens qui étaient les leurs, les conduisaient à esquisser des solutions qui gardent
vu d'aujourd'hui, une sorte de pertinence troublante. Et c'est cela qu'il s'agit, à mon avis, de défendre, comme il faut défendre l'unité de la culture savante en tant que telle. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, je suis d'autant plus d'accord que je pense qu'il faut que le public puisse poser des questions. Et juste une remarque sur cette idée que si l'univers est infini, alors la périphérie, c'est droit. Ouais. Du coup, les corps qui tombent vers le centre, en fait, ont des trajectoires parallèles. Ouais. Bon, ça fait directement écho. En tout cas, ça fait penser à ce que dit Einstein en 1907. Et vous savez, il était encore à Berne, 2 ans après ses grands articles révolutionnaires. Il n'avait toujours pas de poste à l'université. Donc c'était un peu comme aujourd'hui. Mais il est toujours à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Et il raconte qu'une après-midi de mai, donc il avait l'habitude après le déjeuner de rêvasser, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Et cette idée, c'est qu'il comprend qu'une personne qui est en chute libre ne sent pas son propre poids. Et il dit, ça m'a procuré une vive émotion. En langage einsteinien, ça veut dire j'ai tremblé d'émotion. Et ça m'a conduit à une nouvelle théorie de la gravitation. Et c'est une phrase très bizarre, ça. Quelqu'un qui tombe ne sent pas son poids. Parce que quand vous tombez, c'est sous l'effet de votre poids. Donc c'est le poids qui vous fait tomber. Donc la chute est l'effet d'une cause qui est le poids. Mais en même temps, pendant que vous tombez, les objets qui tombent avec vous, par exemple votre chapeau, votre parapluie, etc., ils tombent comme vous, puisque tous les corps tombent à la même vitesse. C'est Galilée qui l'a dit. Donc s'ils sont proches de vous, ils ont des trajectoires parallèles à la vôtre, et par rapport à vous, ils ne tombent plus, puisqu'ils tombent comme vous. Donc par rapport à vous, ils sont en apesanteur. Et donc Einstein se dit, mais c'est quoi ce truc? La gravité, ou le poids, disons, est la cause d'un effet qui est la chute, et la chute, en tant qu'effet, annule la cause qui l'a produit. Et c'est ça qu'il mène au principe d'équivalence, et qui va le mener à la relativité générale, directe. Et il a compris qu'une accélération peut annuler une gravité et qu'une accélération peut mimer par ailleurs un champ de gravité. C'était écrit dans les équations de Newton, mais ce n'était pas tiré des équations de Newton comme nouveau principe permettant de construire une nouvelle équation. Et donc ça fait penser à cette histoire de chute parallèle, parce qu'évidemment, dans le cas d'Einstein, c'est pas parallèle, parce que c'est parallèle localement. Si les objets qui tombent comme vous sont proches de vous, ils tombent parallèlement à vous, mais s'ils sont loin de vous, ils vont aller vers le centre de la Terre. Et donc, par rapport à vous, ils seront inclinés, de sorte que le principe en question est un principe qui ne vaut que localement. Donc, c'est la différence qu'il faut faire avec l'exemple cité par Heinz. Mais là encore, il ne faut pas non plus trop tirer les ficelles, mais il y a une sorte d'écho, voilà, qui peut aller dans les deux sens. Puisque dans nos discussions, qui ont été quand même très nombreuses, à chaque fois que je raconte une histoire de physique, ça fait penser à Heinz, à quelque chose qui vient des Grecs, et réciproquement. Donc, alors soit c'est nous qui délirons, soit c'est une possibilité, parce que c'est toujours assez arrosé ces trucs-là. Soit c'est plus profond. Ouais. Oui. Ah, peut-être encore une petite remarque, après on vous passe la parole, je pense. Un texte de Kant qui est particulièrement parlant, parce qu'il reprend cette problématique des anciens, porte le titre de l'introduction des grandeurs négatives dans la sagesse du monde, la philosophie en fait. Alors c'est quoi les grandeurs négatives? C'est la thèse de Kant selon laquelle il faut partir du rien. Et il faut considérer que pour qu'il y ait quelque chose, eh bien, il faut qu'il y ait l'équivalent positif et négatif qui, dès que les deux se touchent, replonge dans le néant. Donc il part de l'idée qu'il n'y a pas de tout temps quelque chose de positif qu'on peut appeler l'être ou le réel. Il part de l'idée, c'est étrangement à partir de rien que quelque chose surgit grâce à la force équivalente qui oppose deux pôles. On peut donc appeler grandeur négative.
des grandeurs négatives, l'une ni l'autre, d'une certaine manière. Alors, ça rappelle étrangement l'histoire de l'antimatière, voilà, etc. Or, ce que je vous ai dit au début sur Anaximandre, qui est le précurseur de Démocrite, qui soutient que ce sont des couples d'opposés qui surgissent de l'indistinct et qui y replongent parce que dès que ces deux instances se touchent, eh bien, il y a annulation de l'énergie qui les oppose. Et ça, c'est quand même une figure de pensée qui résonne étrangement dans la manière contemporaine de voir les choses. Ça fait plus que raisonner, en fait, c'est presque une correspondance directe, parce que dans le vide quantique, les particules n'ont pas beaucoup d'énergie, mais elles peuvent en emprunter au vide pendant un temps très court, voilà, devenir réelles, mais évidemment, elles devront rembourser cette énergie d'autant plus rapidement que l'emprunt a été plus important. Le vide quantique, c'est un très mauvais banquier. Enfin, si, c'est un bon banquier. C'est-à-dire, plus on emprunte, plus il faut rembourser vite. Enfin, c'est un banquier, quoi. C'est ça. Et ça veut dire que... Mais simplement, les particules ne peuvent sortir que par paire. C'est ça. Si un plus, un électron, enfin non, un positron, l'antiparticule de l'électron sort, il y a aussitôt, en même temps, un électron qui sort. S'il y a un plus qui sort du vide, il y a un moins qui sort du vide. C'est ça. Et Dirac, qui est le physicien qui a prédit l'existence de l'antimatière en 1932, il a eu cette intuition qui n'était pas directement impliquée par les calculs. C'était pas net, mais il a eu cette idée. Et très longtemps après, peu avant sa mort d'ailleurs, on lui a demandé comment cette idée lui est venue. Et il a raconté qu'il avait été très influencé psychiquement par une histoire que lui racontait sa mère quand il était enfant pour l'endormir. C'est l'histoire d'un prêtre catholique qui se voit affecté à une nouvelle paroisse quelque part en Angleterre. Et pour faire connaissance de ces nouvelles ouailles, il rend visite à toutes les fermes qui sont dans son territoire. Et un jour, il rentre dans une ferme, une femme lui ouvre la porte et le fait entrer dans la grande pièce. Et là, il voit beaucoup d'enfants et il remarque assez rapidement que tous ces enfants sont appariés. C'est-à-dire qu'il n'y a que des jumeaux, quoi. Cette dame n'a fait que des paires de jumeaux. De même que les particules sont créées par paires, particules, antiparticules. Et le prêtre a demandé à la mère de famille, mais madame, vous ne faites que des jumeaux? Et elle a répondu, ah non mon père, parfois avec mon mari on fait rien du tout. C'est trop beau. Ouais. Bon, on va peut-être passer la parole à la salle. Ouais, bon. Je suis désolé, j'ai envie de raconter très rapidement encore un détail. Parce que, vous savez, dans l'histoire des philosophes de Diogène Laërce, c'est le 2e siècle de notre ère, il y a dans la biographie de Démocrite un récit absolument incroyable. Platon aurait essayé d'acheter tous ses livres en circulation pour les brûler. Et donc, avec un ricanement mal dissimulé, Diogène dit « mais il n'a pas réussi son affaire parce qu'il y avait trop ». Et en fait, les livres de Démocrite, c'est les atomes. Et ce que Platon essaye de faire, comme chez Platon, l'idée est une chose qui est identique à elle-même, alors que l'atome est quelque chose qui est toujours hors de lui-même, d'une certaine manière, puisqu'il est dans une sorte de propagation, eh bien, il n'a pas réussi à les attraper. Et c'est une histoire tout à fait typique de la manière dont, dans l'histoire de la philosophie, on a essayé d'attraper les atomes pour les enfermer dans une représentation qui est post-platonicienne et qui fait de l'idée un en soi. Or, l'atome est un hors de soi. Bon, je voulais encore ajouter ça. Oui, il y a une question que je me suis toujours posée, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre ce soir. L'univers est en expansion, mais en expansion dans quoi? Oui. Mais... Non, mais pas moi. C'est pour toi? Non. Bah, personnellement, je ne suis pas allé y voir. Hein, donc, non, mais sérieusement, si vous
si vous prenez comme théorie cadre la relativité générale, c'est une question qui ne se pose pas. Parce que ce que dit la relativité générale, c'est que ce qui augmente, c'est la distance entre deux points quelconques de l'espace-temps. Et donc, on n'a pas besoin d'imaginer que l'univers est en train de s'étendre dans un espace-temps qui serait plus grand que lui et qui lui préexisterait. L'univers, c'est l'espace-temps. Et donc, si vous prenez deux points quelconques de l'espace-temps, la distance entre eux augmente. Voilà, il n'y a pas de frontière. Et tu peux ajouter que le fameux apeiron d'Anaximandre, qu'on traduit par illimité, et donc on glisse vers infini, et du coup il y a le problème que monsieur soulève, alors qu'en fait ça veut dire l'indistinct. C'est-à-dire ce qui, dans ce vide en expansion, va se distinguer, c'est la différence entre deux points. C'est exactement la même vision des choses. Et ces deux points, ça vont être donc les deux réalités qui se polarisent et constituent ensuite de la réalité que nous pouvons positivement identifier. Mais je veux dire, c'est à l'intérieur de cet indistinct que s'opèrent des distinctions. Et c'est ça qu'on appelle expansion. Et en plus, c'est pas parce qu'un univers est fini qu'il a des frontières. Mais non, mais c'est tout bête. Vous prenez une orange. Imaginez que vous soyez condamné à circuler à la surface d'une orange. Vous ne rencontrerez jamais de frontières. Et pourtant, l'orange, c'est fini. Merci. J'ai bien écouté, mais il me semble que vous n'avez pas évoqué au-delà. Le titre de la conférence était Boson de Higgs, l'ultime atome, et au-delà. Mais au-delà, c'est quoi? Moi, je vais dire comment je le comprends. Ouais, mais moi, je vais dire le contraire. C'est-à-dire, comme ça, on va exister grâce à la polarité. C'est pour ça. C'est pas mal. Non, comme vous savez, les physiciens qui se sont servis du CERN, là, du grand anneau d'accélérateur, pour mettre en évidence ce qui a été prédit par la théorie standard, le boson de Higgs, bon, ils veulent maintenant faire un truc qui fait 100 km, je crois, de circonférence, pour accélérer encore davantage, parce que pour l'instant, on n'a pas peut-être réussi à fracasser suffisamment les petites choses que l'on voudrait identifier comme la dernière ou l'ultime manifestation de l'indivisibilité. Il y a peut-être là encore quelque chose à trouver. Et d'une certaine manière, l'au-delà de toutes les connaissances établies est inscrit dans l'idée démocritéenne qu'il s'agit de traquer l'idée de l'indivisibilité. Et c'est une idée qui nous obsède et que nous ne pouvons absolument pas écarter parce que ce serait un sacrifice de l'intelligence. Il faut que l'indivisible devienne de plus en plus manifeste, mais ce sera toujours un au-delà de ce qu'on a mis en évidence. Finalement, on va vers l'infini, là. L'indivisibilité, il n'y a pas de fin. Non, mais disons... L'au-delà, la quête de l'au-delà, elle commence la semaine prochaine. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'au-delà du modèle standard, parce qu'en fait, le LHC a été arrêté pendant un an. On a changé les connexions entre les aimants supraconducteurs de la machine pour mettre plus d'énergie et donner plus d'énergie aux protons. Donc au mois de mars, on va redémarrer la machine avec une énergie double de celle qu'elle a eue pendant la première phase d'exploitation. Et avec la découverte du Higgs, on a bouclé la question du modèle standard. C'est-à-dire toutes les particules qui sont prédites par le modèle standard ont été détectées. Donc on pourrait dire, on a fini le travail. Mais on ne peut pas dire ça parce que dans le modèle standard, il n'y a pas la gravitation. Donc c'est un modèle qui est incomplet puisqu'il ne traite que 3 forces sur 4. Et plein de gens essaient de voir comment mettre la gravitation. On sait par ailleurs que le modèle à très haute énergie ne marche plus. Et donc, on va, à partir des jours prochains, explorer une gamme d'énergie qu'on n'a jamais vue, c'est une nouveauté, dans laquelle on espère trouver des nouvelles particules, qui pourraient être des particules de matière noire ou des particules supersymétriques ou autre chose. Parce qu'on n'a pas parlé de la matière noire, mais c'est aussi un au-delà du modèle standard. C'est qu'on pense qu'il y a une matière différente de la matière ordinaire,
composé donc de particules que nous ne connaissons pas, qui agit sur les galaxies, sur leur dynamique, sans émettre de lumière. Donc on ne la voit pas, mais elle est là. De quoi est-elle faite? C'est toute la question. Et d'ailleurs, ça ressemble au problème du début, c'est-à-dire, on sait qu'on ne peut comprendre le mouvement des galaxies, le mouvement qu'elles ont sur elles-mêmes ou bien le mouvement qu'elles ont les unes par rapport aux autres, à partir des équations d'Einstein, qu'en supposant qu'il y a une matière noire qui agit sans émettre de lumière. Parce qu'on s'appuie sur les équations. Et cette matière noire, elle est 10 fois plus abondante que la matière habituelle, celle qui nous constitue, qui constitue les planètes, les étoiles, etc. Et il y a des gens qui contestent ça en disant, mais c'est peut-être les équations d'Einstein qui sont fausses. Et on doit pouvoir rendre compte du mouvement des galaxies sans invoquer une matière supplémentaire de nature inconnue. Et donc les 10 ans qui viennent, parce qu'avant de faire la machine de 100 km, pendant 10 ans, là, on va faire marcher le LHC pour essayer de répondre à cette question en détectant des particules qui ne sont pas dans le modèle standard et qui pourraient être des particules de matière noire. Et en effet, parallèlement, on étudie une machine de 100 km de circonférence, dont le LHC serait un injecteur. Donc ça passerait sous le lac de Genève, sous le Jura. Mais pour avoir une telle machine qui va coûter assez cher, il faut avoir un dossier scientifique qui montre qu'il y a des choses à trouver à haute énergie. Ça va dépendre des découvertes des prochaines années. Et puis j'ai l'impression que depuis peu de temps, là, quand on creuse un trou, et là c'est un trou de 100 km quand même, il y a des campeurs allemands qui débarquent et il n'est pas certain que la société ait envie d'un tel projet. Donc moi je ne suis pas sûr, parce que la question que vous posez, en effet elle est infinie, mais il n'est pas sûr que cette quête se poursuive indéfiniment, précisément parce que nous savons qu'elle n'a pas de fin, et du coup la motivation pour la continuer peut être éternellement discutée, quoi. Ça coûtera trop cher. Oui. Mais c'est cher. Regardez, le boson de Higgs, le LHC, il a coûté un expresso par an à chaque citoyen européen. Est-ce que tu veux pas raconter Ce qui veut dire qu'on aurait dû le célébrer bien davantage. Non, mais les Américains ont mis 10 fois plus d'argent pour trouver le boson de Higgs, ils ne l'ont pas trouvé. Ouais. Et donc là, il y avait évidemment cette découverte à expliquer, mais aussi des choses à dire sur l'Europe. Parce que l'Europe, en la matière, a plutôt bien travaillé, de même qu'elle a bien travaillé pour le satellite Planck, dont vous avez vu les résultats annoncés il y a quelques jours, là, qui sont absolument incroyables. Donc sur ces questions-là, l'Europe reprend la main, et il serait bon que de temps en temps, les hommes politiques le signalent. Voilà. Tu ne veux pas raconter ce que tu as dit au Premier ministre pour justifier le travail et l'argent investi et tout ça? Tu veux pas? Non. Tu veux que je le raconte? Non. Non, mais le problème est là. La recherche fondamentale, est-ce que les motivations qui jusqu'ici ont joué depuis l'Antiquité pour poursuivre la recherche, est-ce que ça va toujours être le cas? Est-ce qu'on ne va pas tomber dans un utilitarisme tel que c'est la recherche appliquée qui va l'emporter? Je ne peux pas le raconter parce qu'on est filmé. Je n'ai rien dit. Ouais. Il y a une question. Oui, c'est passionnant. Tout n'est pas tout compréhensible facilement. Vous êtes passionnants tous les deux. J'aimerais savoir, puisqu'on a parlé du rien, du vide, du néant, quid du boson de Higgs à l'approche d'une singularité comme un trou noir, puisque c'est un trou avec rien autour. C'est un trou avec rien autour. C'est comme ça que je me l'imagine, ou comme ça qu'on me l'a appris à l'école. Mais il y a longtemps. C'est la définition de Raymond Devos, ça. Oui, c'est vrai. Un trou noir, c'est un trou dans la matière avec rien autour. C'est ça. Non, mais là, moi, je ne sais pas répondre à votre question, parce qu'en fait, il faut imaginer que le champ de Higgs, il est absolument partout présent, quoi. Là. Je vous ai dit, les bosons de Higgs n'existent plus, parce que l'univers n'est pas assez chaud pour les produire, mais le champ, il est partout présent. Donc, c'est une sorte d'éther, en fait. C'est pas le même éther que celui du 19e siècle qui était chargé de porter la lumière. C'est simplement quelque chose qui est partout présent dans l'espace, et dans les trous noirs comme ailleurs. Et pour répondre précisément à votre question, je pense, mais je ne suis pas sûr de moi quand je dis ça, qu'il faudrait avoir une théorie qui englobe la physique quantique qui décrit les trois forces que j'ai rappelées et la gravitation. Voilà.
Les trous noirs, c'est ça. Le problème des trous noirs, c'est qu'on ne peut pas nier la gravitation quand on les décrit, puisque c'est elle qui est responsable de leur formation. Hein, donc c'est une sorte de laboratoire que des gens comme Stephen Hawking utilisent pour essayer de voir comment on peut unifier la physique quantique et la gravitation en comprenant la dynamique des trous noirs, la façon dont ils s'évaporent, etc. Il y a eu un débat il y a quelques années en géophysique qui s'est avéré être faux sur l'existence d'une cinquième force. Alors je m'y suis pas assez intéressé et je sais pas du tout je ne sais pas ce que c'est exactement cette force. Mais est-ce que vous pensez que justement il peut exister d'autres forces que la gravitation? Auquel cas on se retrouve coincé pour... On peut toujours imaginer l'existence de toutes sortes de forces, mais pour l'instant il n'y a aucun résultat expérimental qui nécessite pour être interprété une cinquième force. Cela dit, vous pouvez dire, si ça vous fait plaisir, que le Higgs, le champ de Higgs, avec lequel les particules de masse non nulle interagissent, c'est une sorte de force. Sauf que ce n'est pas une force entre particules, c'est une force entre les particules et un champ, qui est partout le même. Donc c'est une force un peu monotone, si vous voulez. Elle n'est pas du tout comme les autres. Mais on peut l'appeler interaction, si on veut. Et ça permet de dire que la masse des particules élémentaires est le résultat d'une interaction que les particules ont avec le vide qui n'est pas vide. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce propos quand l'annonce a été faite. Les gens, moi j'ai lu des articles. D'ailleurs, la plupart des articles que je lisais, j'y comprenais rien. C'était ça qui était. Je me souviens du journal de 20 heures de France 2 annonçant le boson de Higgs. Il y a eu un couplet de 5 minutes par un journaliste venu de je sais pas où. J'ai pas compris un mot. Bon. Mais comme quoi, on arrive à dire, quand on vulgarise, des choses plus compliquées que... Mais... donc il a dit, c'est la seule chose que j'ai comprise, que si le boson de Higgs n'existait pas, nous n'aurions pas de masse. Alors ça, c'est complètement faux. Si le boson de Higgs n'existait pas, vos particules élémentaires, donc vos quarks, vos électrons, vous n'aurez pas de masse. Mais vous auriez la masse que vous avez, moins 4%. Parce que l'essentiel de votre masse ne vient pas de vos particules. Elle vient des interactions entre vos particules. Les particules interagissent par exemple, dans les protons, c'est les quarks qui interagissent par l'interaction nucléaire, qui est très intense. Cette énergie d'interaction produit de la masse effective par E égale mc2, la formule d'Einstein. Et donc votre masse, elle vient essentiellement de l'interaction entre vos particules. Donc pas de boson de Higgs, vous perdez 4% de votre masse, c'est tout. Ça rappelle d'ailleurs l'anecdote du ministre qui a cru une blague qu'on lui avait faite, mais il n'a pas compris que c'était une blague, que grâce au boson de Higgs, des ingénieurs pourraient fabriquer des machines capables de réduire la masse corporelle des gens, puisqu'on avait compris l'origine de la masse. Et que ça permettrait de résoudre un problème de santé publique qui s'appelle l'obésité. Bon. C'est ce que j'avais envie de vous dire. 4% de masse, c'est pas mal. Ça fait 4 kilos. 4%, c'est déjà pas mal. Hein. D'accord. Oui, monsieur. Oui, pardon. Là-bas, en haut. Vous avez l'univers est en expansion, mais on dit aussi qu'il se refroidit, donc il perd de l'énergie. Est-ce que ça veut dire que les particules qui sont inertes, qui n'ont pas assez d'énergie, d'après ce que j'ai compris, perdraient de plus en plus d'énergie et seraient vouées à disparaître, et donc le champ de Higgs voué à disparaître? Non, parce que justement, le vide, c'est l'état de la matière dans son énergie minimale. D'accord ? Donc il y a même des scénarios cosmologiques qui imaginent que l'univers est en expansion. Donc il y a l'énergie, il y a le vide quantique, mais il y a aussi une expansion. L'expansion diluant la matière, les énergies baissent jusqu'à atteindre leur valeur minimale, qui est celle du vide quantique. Et une fois que l'univers n'est plus que vide quantique, eh bien, il y a des scénarios qui imaginent qu'une fluctuation du vide quantique peut engendrer un nouvel univers, etc. Et donc ça, c'est des modèles qu'on appelle ekpyrotiques, c'est un mot grec, hein, ekpyrotique, des modèles de renaissance. L'univers naît d'une fluctuation du vide quantique, se déploie, puis atteint un état global de vide quantique, à nouveau une fluctuation engendre un nouvel univers, etc. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu rien, d'ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu rien. Donc l'univers n'a pas d'origine. Oui, je voudrais revenir... moi, je suis assez béotien en la matière et je posais la question de manière tout à fait ingénue.
mais vous avez évoqué à un moment donné l'éventuelle possibilité de la multiplicité des mondes, d'univers parallèles, à travers la théorie des cordes, à travers le trou de verre, etc., qui n'est pas prouvé. Je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous pensez sur une théorie qui sera encore plus, entre guillemets, fantastique. Je crois que j'avais vu ça, si je ne me trompe pas, dans Science à venir, qui était qu'effectivement, l'univers étant infini, il pourrait s'emboîter. Alors, je crois qu'il y avait l'exemple qui avait été pris des poupées russes. Effectivement, tous les amas de galaxies qui forment notre univers seraient eux-mêmes compris dans un univers encore plus grand, enfin, grand entre guillemets, et ça serait à l'infini. Et effectivement, d'après cet article aussi, ça serait possible aussi dans l'infiniment petit, c'est-à-dire que d'autres formes d'univers pourraient exister au-delà de l'infiniment petit, après le boson de Higgs. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est dans des théories complètement fumeuses, là, ou est-ce qu'effectivement ça pourrait définir d'une autre manière cette multiplicité de l'univers? Bon, alors, c'est une question difficile, mais moi, je ne sais pas comment est l'univers. Hein. La seule chose qu'on sache, c'est que l'univers observable, c'est-à-dire la partie de l'univers qui nous envoie de la lumière, celui-là, il est fini. Il a un âge fini, 13,7 milliards d'années, bon, il est fini. Mais ça ne veut pas dire que l'univers soit fini. D'accord ? L'univers, le Big Bang, on l'imagine toujours comme un point qui explose. Mais en fait, le Big Bang, ça peut être tous les points qui explosent. Autrement dit, d'ailleurs, si l'univers est infini, c'est qu'il a toujours été infini. Parce qu'on ne peut pas devenir infini. D'accord ? Soit on l'est, soit on ne l'est pas. C'est comme être enceinte pour une femme. Donc, on ne peut pas devenir infini. On ne peut pas passer du fini à l'infini. Et donc, ce qu'on sait, c'est que l'univers observable est fini. Mais on pense, et c'est un peu ce que vous dites, qu'au-delà de l'horizon, comme on l'appelle, il y a encore de l'univers. Est-ce que cet univers est comme celui qu'on observe? Est-ce qu'il est régi par les mêmes lois? C'est une première question. Comment le savoir? Donc, vous voyez qu'on peut faire toutes sortes de modèles cosmologiques, de même qu'on peut imaginer toutes sortes de pistes pour aller au-delà du modèle standard à haute énergie en physique des particules. Et un des grands problèmes, et je pense que c'est le problème principal de la physique aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas assez d'informations en provenance du réel pour faire le partage entre les modèles comme celui que vous avez évoqué. D'ailleurs, parce que le boson de Higgs, c'est évidemment une prouesse incroyable, prix Nobel mérité pour tout le monde, mais le vrai drame, c'est que le boson de Higgs est identique à celui qu'on a calculé. Et donc cette découverte ne nous a rien appris. Ben oui. Ce que vous dites est donc valable aussi pour l'infiniment petit. Et voilà, et pour le satellite Planck, c'est une manip extraordinaire qui a cartographié le fond diffus cosmologique avec une sensibilité, une précision incroyable, 100 fois plus grande que les machines d'avant, enfin, que les détecteurs d'avant. Eh bien, les résultats que vous avez trouvés dans la presse il y a 15 jours montrent que malgré cette précision fortement accrue, le modèle cosmologique standard d'avant n'est pas pris en défaut. Il n'y a pas de contradiction. Or, on aimerait avoir des signaux venant des expériences qui disent quelque chose d'anormal, une nouvelle physique, pour pouvoir faire le ménage dans les théories spéculatives qui vont au-delà des modèles existants. Et c'est ça l'enjeu, si vous voulez, c'est que si dans les 10 ans qui viennent au LHC, on ne voit rien de nouveau, on ne voit pas de nouvelles particules, pas de dimension supplémentaire d'espace-temps, etc., qu'est-ce qu'on pourra avancer comme argument pour continuer? Et donc l'avenir de la physique des particules ne dépend pas de nous, il dépend de la nature. Voilà. Maintenant, la question que vous posez, c'est, en gros, c'est une question générique, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que... C'est une question qu'on pose souvent, et moi je réponds toujours, oui, on peut l'imaginer, puisque vous l'avez imaginé. Maintenant, il faut voir comment vérifier que ce qu'on a imaginé est juste, et même poser une question encore plus générale, est-ce que ce qui est juste est imaginable? Voilà. Et ça, c'est une quête infinie, et pour ça, et comme elle est infinie, il ne faut pas s'arrêter, et donc continuer à soutenir les projets qui visent à avancer dans la réponse. Oui, bonsoir. En fait, ma question, je voulais d'une part revenir sur le point de départ et sur Démocrite. Peut-être pour... Tu reviens. Peut-être dans un premier temps pour mieux comprendre comment Démocrite est arrivé à
à imaginer ce qu'il a imaginé. Parce que vous nous avez bien expliqué qu'il y avait des contradictions, mais on a quand même un processus qui est très classique dans la science, d'une théorie qui a été émise et qui ensuite, il a fallu quelques siècles, qui ensuite a été démontrée. Donc c'est un processus très classique dans la science. Ça m'intéresserait de savoir quand même comment Démocrite est arrivé à élaborer ce qu'il a élaboré. Mais juste, si vous permettez, je voudrais revenir sur ce que M. Klein vient de dire, sur la question de l'expansion de l'univers. L'univers est fini et illimité. Donc, dans son expansion, c'est ce que j'ai toujours lu, l'univers se crée lui-même en s'étendant. Alors c'est une notion qui est très difficile à saisir, puisque comme il est fini, il n'y a rien derrière, puisque l'univers c'est tout, donc il se crée lui-même en s'étendant. Ce qui est, je ne sais pas si c'est exactement la même phraséologie que celle que vous avez utilisée, mais comme je viens de vous entendre parler là-dessus, ça m'intéresserait d'avoir aussi votre réaction sur ce point-là. On commence par, encore une fois, le coup de force des Grecs a été de soutenir que le réel était un. Tout est un. Tout est eau, tout est air, tout est feu, tout ça veut dire tout est un. Et à partir du moment où on a posé que tout est un, la diversité des phénomènes doit être expliquée par un raisonnement. Et ce raisonnement, chez ceux qui soutiennent que l'univers est un, consiste à dire qu'il y a des contractions et des dilatations. Depuis Thalès, on a cette idée. Thalès dit que tout est eau, et donc quand l'eau est condensée, ça donne de la terre. Quand l'eau est dilatée, ça donne de l'air. Quand l'air est dilaté, ça donne du feu. C'est ce principe-là qui explique, à partir de là, la diversité. Alors, immédiatement après, et ce sont les deux positions philosophiques fondamentales qui existent. Philosophie de l'identité, c'est cette idée que tout est un. Et puis, il y a une philosophie qui part du principe que la diversité radicale est initiale. Et que ce qui se laisse identifier, ça c'est les fameuses nattes, les pelotes des atomes de Démocrite, et bien ce qui se laisse observer comme identique à soi, eh bien, c'est un état limite de ce qui est au départ diversité radicale. Et donc, quand vous prenez l'histoire de la philosophie, il y a toujours l'une ou l'autre position qui est défendue. Ou bien on défend que la réalité doit systématiquement être ramenée à l'unité. C'est la grande métaphysique occidentale jusqu'à Hegel. Ou bien au contraire, vous êtes dans la déconstruction de cette idée et vous partez d'une différence originelle. Et cette différence originelle donne naissance à des identités qui prennent souvent la forme de ces polarités qui avaient été introduites par Anaximandre. Et en fait, Démocrite appartient à cette seconde tradition qui, elle, résonne avec la science contemporaine, tandis que l'autre, non. C'est-à-dire celle qui part de tout est un et qui continue par Platon, le réel doit être identique à soi, ce sont les idées platoniciennes, et qui continue comme ça à travers les siècles. Eh bien, ça, la science moderne ne résonne pas avec ce type de philosophie. Et c'est ça l'intérêt de reprendre le fil d'une interrogation spéculative à partir de l'hypothèse qu'au départ, il y a l'indistinct, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est totalement diversifié et où l'on ne peut rien voir parce que c'est une multiplication à l'infini de trajectoires, de points, de forces, peu importe comment on le définit. Et c'est seulement à partir du moment où cela converge. Alors là, on a des métaphores chez les anciens, qui sont donc ces pelotes, etc., que apparaît ce que nous appelons le monde. Puisque, en fait, au départ, il y a quelque chose qui est antérieur au monde, antérieur à tout ce que nous pouvons observer. Et vouloir appliquer les lois de l'observation du monde tel qu'il est sous nos yeux à ce qui est à l'origine de ce monde apparaît aux yeux de Démocrite absurde. D'où la phrase clé que je cite pour finir, tel qu'en réalité est le réel, nous en sommes exilés à tout jamais, car il est dans l'abîme. Or, l'abîme, c'est cette origine radicalement différenciée, dynamique, que nous ne pouvons jamais approcher complètement. Ça, c'est la quête infinie. Mais les effets que cette réalité ultime produit pour qu'il y ait du réel
que nous pouvons appréhender, eh bien, ça, on peut l'étudier et en avoir de plus en plus de connaissances, évidemment. Il y avait une deuxième question. Moi, je peux plus parler après une conclusion pareille. Donc, je pense que ça sera peut-être la dernière question. Non, mais moi, j'étais d'accord avec votre formulation. Je veux juste préciser qu'un univers peut être à la fois infini et en expansion. Il peut être infini et en expansion si, par exemple, les distances entre deux points quelconques augmentent dans un espace infini. Donc, une dernière question ici. Pardon, je vais peut-être m'écarter un petit peu du sujet. Monsieur Klein, je vous ai entendu déplorer le silence des politiques au moment du débat sur les nanotechnologies. Et, arrêtez-moi si je me trompe, je vous ai aussi entendu dire, d'ailleurs monsieur Weissman l'évoquait au début, que la science ne pense pas réellement par elle-même. Et que donc, les scientifiques attendent des gouvernants un programme raisonnable pour pouvoir se mettre au travail et faire les choses. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'au temps des anciens, on pouvait considérer, certains philosophes ont considéré la science comme une utopie, et éventuellement, est-ce que ça peut nous aider à concevoir un projet pour aujourd'hui? Je ne sais pas si ma question est ça. Moi, je ne crois pas avoir dit, ou alors ça m'a échappé, mais je ne crois pas avoir dit que la science ne pensait pas, etc. J'ai dû dire, si j'essaie de rapporter vos propos à des sujets que j'ai traités, que nous sommes sortis de la modernité, enfin de la période moderne, dans le sens où le projet scientifique et technique n'est plus enchâssé dans un projet de civilisation. Parce qu'il n'existe plus de projet de civilisation. Et on n'a plus, comme chez les modernes, l'idée que la science et la technique sont des moyens en vue d'une fin qui serait le bonheur, la liberté ou autre chose. Autrement dit, la science et la technique ne sont plus finalisées par quelque chose qui les dépasse, par une sorte d'horizon qu'on aurait configuré à l'avance et qu'on voudrait atteindre. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. Et donc, dans le débat sur les nanos que vous évoquez, il est vrai que j'ai dû déplorer, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais en tout cas j'ai regretté que les partis politiques, les hommes politiques ne s'intéressent pas à ce débat, qui était un débat national, qui a duré 6 mois dans toutes les villes universitaires de France, avec un site internet que chacun pouvait consulter et alimenter. Il y a eu 3000 clics en 6 mois. C'est aussi une adresse au public. Le public veut savoir, veut discuter, etc. Mais quand on lui propose, il est assez discret. Donc, ça avait été une expérience un peu traumatisante. Et on voyait bien que dans ces débats, les scientifiques étaient en porte-à-faux. Ils étaient mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses qui vont changer la donne, qui vont changer nos façons de travailler, de communiquer, etc. Mais c'est pas eux d'en décider. Et donc, comme l'innovation n'est plus insérée dans un projet de progrès, eh bien, elle est interrogée pour elle-même et non plus à l'aune d'un horizon qu'on voudrait atteindre. Et donc, ça met les scientifiques, les chercheurs en porte-à-faux parce qu'ils font l'histoire d'une certaine façon, mais ne savent pas exactement quelle histoire ils font. Et leur action n'est plus insérée dans une sorte de philosophie de l'histoire, si vous voulez. Donc, ils sont pas toujours très à l'aise. C'est aussi un sujet de discussion que j'ai eu avec Heinz plusieurs fois, le fait que le mot innovation s'impose et que le mot progrès disparaisse. C'est quand même bizarre, ça. Pourquoi est-ce que le mot progrès disparaît? Pourquoi est-ce qu'il s'est recroquevillé sous le terme très technique d'innovation? Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... On avance une hypothèse à ce sujet. Parce qu'à un certain moment, comme le progrès a été défini, enfin, il apparaît après, avec Copernic, c'est-à-dire quand la Terre n'est plus au centre de l'univers et qu'il y a du toujours pareil, rien de nouveau sous le soleil, hein, ça c'est le monde ancien, à partir du moment où les corps célestes empruntent des trajectoires qui les éloignent les unes des autres, etc., et qu'il faut un calcul, ça c'est Kepler, pour mettre de l'ordre là-dedans, et bien en 1516 apparaît la première utopie, celle de Thomas More, qui invente le terme. Et l'idée de progrès est une idée qui naît en Europe au XVe siècle,
tout début du XVIe siècle. Et à partir du moment où cette idée chemine, ça c'est les Lumières, eh bien c'est l'idée qu'on va vers un perfectionnement de plus en plus grand et des connaissances et des techniques, avec au bout le bonheur de l'humanité. Eh bien cette idée qui a cheminé jusqu'au milieu du XIXe siècle, s'est peu à peu épuisée. Et nous vivons aujourd'hui une crise majeure de cette idée qu'il y a dans le progrès quelque chose d'essentiel concernant le bonheur humain, dans la mesure où le progrès a été pensé comme domination de la nature. Dès le départ, l'idée était que l'homme doit, par la connaissance et ensuite par les techniques, se rendre maître de la nature. Et d'une certaine manière, nous vivons aujourd'hui un retour déconcertant de la nature qui se venge d'une certaine manière de ce qu'on lui fait en voulant la maîtriser. D'où le discrédit jeté sur les sciences, comme si les sciences étaient à l'origine de ce qui a été un projet de civilisation, qui est aujourd'hui épuisé. Et moi, je dis toujours que l'innovation, qui pour des raisons économiques, parce que c'est plus rapide, a supplanté l'idée de progrès, puisque pour fourguer aux consommateurs des biens, eh bien, il vaut mieux, comme disait Coluche, vendre le nouvel homo que la lessive qui lave plus blanc que blanc, parce qu'une fois qu'elle lave plus blanc que blanc, il n'y a plus de progrès. C'est d'une profondeur d'analyse que je trouve absolument parfaite. Et du coup, on nous vend la nouvelle polo, qui est l'ancienne polo, mais habillée autrement, et ça explique l'omniprésence des fringues dans notre monde, parce qu'il faut constamment stimuler l'envie, et cette envie-là, et l'envie de nouveauté, et ça s'épuise aussi, parce que ça épuise aussi bien les ressources naturelles physiques, puisque pour fabriquer tout le temps des choses qui se ringardisent le plus rapidement, on appelle ça l'obsolescence programmée pour les machines à laver. Alors, pour éviter ça, eh bien, ça fait du mal à la nature, donc la nature annonce déjà qu'elle va nous renvoyer la chose à la figure, mais en même temps, ça épuise les ressources naturelles psychiques, dans la mesure où la capacité de désirer, si elle est constamment titillée par de la nouveauté, risque de s'émousser. Et c'est ce constat qui fait que la question de la poursuite de la grande aventure intellectuelle de l'humanité se pose. Dans quel horizon, dans quelle finalité cela va s'inscrire? Sinon, les scientifiques, ils vont continuer à creuser la question qu'on a évoquée dès le départ, à savoir qu'est-ce qui est la réalité indivisible. On va simplement continuer à casser tout ce qui est encore cassable pour aller jusqu'au bout, mais on ne sait plus très bien à quel idéal, à quel idée de réalisation dans l'intérêt de l'aventure humaine, ça correspond. Sauf que c'est très satisfaisant de se dire qu'on ne lâche pas prise parce qu'on est parti pour connaître. Et c'est peut-être une finalité absolue de l'humanité. Elle veut connaître depuis le récit biblique de la Genèse, avec les conséquences que vous savez. Merci beaucoup Étienne Klein, merci Hans Huysmans.